Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Le 49.3 dégainé hier a, c'est le moins qu'on puisse dire, mis le feu aux poudres tant dans l'hémicycle que dans les rues un peu partout en France. On va parler de cette situation inédite sous la Ve République avec Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et maître de conférences en droit public à Paris 2, auteur du livre La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme, publié aux éditions du Cerf. Benjamin Morel, bonjour. Allô, allô. Allô Benjamin ? Oui, je vous entends. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Était-ce une faute, une erreur ou était-ce inéluctable d'utiliser le 49.3 ? Au stade où en était le gouvernement, c'était pour lui quasiment inéluctable. C'est-à-dire qu'au vu de la situation, il n'y avait pas de majorité qui se dessinait. Et un rejet du texte, si jamais il avait eu lieu, ce qui était une possibilité forte, évidemment aurait été encore plus compliqué à gérer politiquement. Est-ce que vous auriez imaginé ces mobilisations un peu partout en France ? On a évidemment beaucoup parlé de la place de la Concorde. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Paris, c'est juste un pont à traverser pour atteindre l'Assemblée nationale, mais un peu partout dans les villes de France et de Navarre. En effet, ces mobilisations, elles sont assez étonnantes de facto. On a des mobilisations qui auraient pu être considérées comme pouvant être mobilisées, tenues par les syndicats. Or, ça n'a pas du tout été le cas, ce qui montre que là-dessus, le gouvernement a pris un risque qui est un risque d'exacerbation de colère dans une situation qui est une situation qui risque de le priver de partenaires, d'interlocuteurs avec lesquels dialoguer. Est-ce que ces mouvements peuvent durer et même s'amplifier et même peut-être devenir un nouveau mouvement des Gilets jaunes ? C'est une possibilité. Pour l'instant, je crois qu'on n'en est pas là, tout bêtement parce qu'on a quand même des structures, des organisations syndicales qui prennent en charge ce mouvement et qui semblent en capacité de encore, nonobstant ce qui s'est passé hier soir, le canaliser et le porter. Par ailleurs, il va y avoir d'autres instruments. On peut penser notamment que la question du référendum d'initiative partagée permet de coaliser forces politiques, syndicats, etc. La crise des Gilets jaunes, c'est en grande partie lié à une absence d'alternative et à une absence, je dirais, de canaux de mobilisation traditionnels. Là, ces canaux sont certes fragilisés, mais ils demeurent et l'union syndicale permet de, malgré tout, les faire tenir. Benjamin Morel, est-ce que le passage d'Elisabeth Borne hier soir aux 20h de TF1 pour ne pas lâcher un gramme de lest, c'est pas une erreur de communication ? Il y a une volonté de se montrer droit dans ses bottes. Ça rappelle un ancien Premier ministre qui, droit dans ses bottes, a capitulé peu de temps après, vous me direz. Exactement. Et donc là, on a une situation qui en fait est plutôt une preuve de faiblesse. Le 49 alinéa 3 en lui-même est plutôt une preuve de faiblesse, à la fois vis-à-vis d'un mouvement social et d'une opinion qu'on n'a pas réussi à convaincre, mais également vis-à-vis d'une majorité parlementaire. Il faut voir que ce qui s'est passé la semaine dernière est également très important à l'Assemblée. On a eu, ça n'a rien à voir avec la réforme des retraites, mais des propositions de loi Horizon qui ont été rejetées par la majorité, des propositions de loi d'Aurore Berger qui ont été rejetées par la majorité. Donc, sans même parler des Républicains qui ne sont pas un partenaire fiable pour le gouvernement, au sein même de la majorité, vous avez aujourd'hui des craquellements, des fractures, et donc gouverner demain, ça apparaît extrêmement compliqué. Et donc, les déclarations péremptoires permettent certes de se donner une posture, mais elles cachent une véritable fragilité politique. Vous avez parlé du fameux droit dans ses bottes, cher Alain Juppé, lors du conflit de 95, Benjamin Morel. Mais on est bien d'accord, vous êtes d'accord que c'est une erreur de communication d'aller sur TF1 pour ne rien lâcher, sauf montrer qu'elle est droite dans ses bottes. Mais après les 1 200 € qui étaient a priori le minimum pour tous les retraités, qui sont passés pour un nombre de retraités à 13 ou 14 000 par an, est-ce que en communication, vous qui êtes un éminent prof, maître de conférence en droit public, si vous étiez professeur de communication, vous mettriez une bonne note au gouvernement et à la majorité? Alors, le professeur de droit public, déjà, leur donnerait une très mauvaise note en matière de procédure. On a une procédure parlementaire qui a été totalement baroque, pour rester dans les clous, et qui peut poser problème de constitutionnalité à terme. Et ensuite, en termes de communication, vous avez évidemment des Waterloo en termes de communication. Les 1 200 €, peut-être plus que la question de l'âge, je pense, vont être quelque chose qui va rester dans l'opinion.
Parce que là, il y a eu de l'espoir qui a été suscité et il y a eu de l'espoir qui a été frustré et le sentiment justement d'avoir été floué. Donc reconstruire la confiance après ça va être extrêmement, extrêmement compliqué, y compris dans un électorat qui n'est pas a priori défiant vis-à-vis du gouvernement. Pour Olivier Dussopt, alors je vais citer deux éminences de la majorité ce matin dans deux médias. Pour Olivier Dussopt, la réforme des retraites, ce n'est pas un échec. Et pour Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, Renaissance, nous ne sommes pas en crise politique. Est-on dans le déni de réalité ? Désolé pour le bruit alentour. On a ce qu'on appelle, et vous connaissez ça comme moi, des éléments de langage. Et ces éléments de langage permettent de sauver un petit peu, ou de tenter de sauver une forme de narratif vis-à-vis de cette réforme. Très clairement, aujourd'hui, il ne dit plus personne. Donc on a essentiellement des éléments qui permettent de montrer que la majorité est encore présente dans les médias, qu'elle est en capacité de tenir un discours, mais la réception de ce discours est de toute façon considérée aujourd'hui comme non et non avenue. Alors, on va voir ce qu'on en dit à l'étranger. Pour la presse étrangère, le New York Times, ce conflit sur les retraites révèle un Macron affaibli et plus isolé. Pour Die Zeit, le journal allemand, la République bloquée, il y a des réformes dont un gouvernement ne se relève jamais. La confiance dans le président et le Parlement déjà en berne a subi un coup supplémentaire ce jeudi. Emmanuel Macron en est le premier responsable. Tiens, un pays latin, El País, le journal espagnol. L'utilisation du 49.3 symbolise l'échec de la politique et une crise institutionnelle profonde. Macron, dont la popularité est au plus bas, toujours remis en question pour son caractère hautain et déconnecté de la rue, est entré dans la même phase que ses prédécesseurs Alain Juppé en 95 et Sarkozy en 2010, lorsqu'ils ont eux aussi réformé les retraites. On ne peut pas dire que la presse étrangère soit dithyrambique, Benjamin Morel. Non, elle n'est pas dithyrambique, mais je crois que les parallèles, notamment avec 2010, ne sont pas bons, tout bêtement, parce qu'à l'époque, il y avait une majorité absolue et disciplinée. Si jamais vous tenez malgré tout votre majorité, vous pouvez vous payer le luxe d'essayer de lancer des coups de menton vis-à-vis de la rue. Quand vous ne tenez pas votre majorité, c'est beaucoup plus difficile. Et là, il y a un grand parallèle à faire, en effet, avec 95. Parce qu'en 95, même s'il y a une majorité de droite pléthorique, c'est la majorité qui a été élue en 1993. Et cette majorité, elle est essentiellement à composante baladurienne, ce qui pose de vrais problèmes à Alain Juppé et à Jacques Chirac. Donc là, on a une situation de fragilité et parlementaire et politique, parce que vous avez un président qui ne pourra pas se représenter, et social. Et ça, tout de même, c'est relativement inédit. Et on voit mal comment la présente majorité va pouvoir s'en sortir. Et est-ce qu'une motion de censure, justement, peut passer pour vous ? Pour Didier Moss, qui était chez Jean-Jacques Bourdin il y a quelques minutes, non. Non, c'est très peu probable. Pour que votre motion de censure passe, il vous faut 289 voix pour. Or, pour obtenir vos 289 voix pour, ça implique que vous ayez la NUP, le RN, les non-inscrits, les LIOT derrière vous, plus environ 30 députés LR. À ce stade-là, je vois mal comment le groupe LR pourrait voter dans une telle proportion la motion de censure. Est-ce qu'une dissolution est envisageable ? Il paraît que Emmanuel Macron l'aurait utilisé comme une menace lors d'un dîner à l'Élysée. Oui, ça permet d'essayer de discipliner les parlementaires, mais l'exécutif aurait très peu intérêt à ça. Pour une raison simple. Parce que quelle majorité y aurait-il pour vous après ? Pas de majorité ? Il est probable que la majorité ne soit pas plus favorable au gouvernement et qu'on ait toujours un Parlement aussi clivé. C'est ce que nous disent les enquêtes, c'est ce que nous disent également les élections partielles, qui ne montrent pas de démobilisation, notamment de l'électorat RN. Et le pire qui pourrait arriver pour Emmanuel Macron, ce serait une majorité absolue NUP-RN, qui évidemment ne pourrait pas gouverner ensemble, et ferait que toute motion de censure serait susceptible de passer, parce que ces deux ensembles votent les motions de censure. Et à ce moment-là, par contre, le pays est réellement ingouvernable. Est-ce que ça peut tenir encore 4 ans, Benjamin Morel ? On peut avoir un gouvernement un peu canard-boiteux, comme diraient les Américains, c'est-à-dire un gouvernement qui n'est pas vraiment en capacité de faire passer des textes, parce que s'il lance quelque chose dans la machine parlementaire, il ne sait pas si ça passera, et si ça passe, quelle tête ça aura à la fin, s'il pourra assumer le texte une fois qu'il a été amendé. Et il y a un Emmanuel Macron qui, se concentrant sur l'international, etc., finit par renoncer un petit peu à tenir les rênes de ce qui se passe à l'intérieur. Dernière question, Benjamin Morel, quand on voit ce qui s'est passé hier, 1,49,3 ça va, 10,49,3 bonjour les dégâts. Ça dépend en fait comment est-ce que vous politisez votre 49 alinéa 3. Il y en a eu plein ces derniers mois et sur des textes budgétaires relativement classiques et on s'y attendait. En revanche, un 49 alinéa 3 sur un texte très symbolique,
Ça peut en effet faire très très mal à un gouvernement. Merci beaucoup Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et maître de conférences en droit public à Paris 2, auteur du livre La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme, publié aux éditions du Cerf.